Tu m'entends bien comme ça, à cette distance, si je suis en arrière? Super. Merci. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Simondia. On est fin août, on espère que vous revenez reposer de vos congés d'été. On est dans un contexte de rentrée, on est en train de la préparer. C'est une période qui est excitante, mais qui en même temps peut générer une forme d'appréhension et de stress. Beaucoup d'entre vous dans ce contexte souhaitent être accompagnés et coachés sur différents sujets. Nous, on a souhaité aujourd'hui en aborder un en particulier, celui de la gestion donc, du stress, de l'équilibre et de l'énergie, pour vous permettre justement d'aborder au mieux la rentrée et de prolonger les bienfaits de l'été, pour ne pas vous retrouver sur les rotules d'ici quelques semaines. Ça, c'est quelque chose que certains d'entre vous peuvent appréhender. Pour parler de ce sujet, on est ravis aujourd'hui d'accueillir donc Blaise Angèle. Bonjour Blaise. Bonjour. Bienvenue. Donc toi, Blaise, tu es coach professionnel. Tu es également master coach en leadership et communication. Et aussi, surtout, relaxologue, yogi et formateur méditation dans les organisations depuis plus de 20 ans. Donc on est ravis, merci d'être là aujourd'hui pour nous partager des conseils, des astuces pour réussir notre rentrée. Alors toi, est-ce que pour commencer, tu pourrais un petit peu nous dire comment justement tu avais découvert la méditation? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler ce sujet? Oui, eh bien, j'étais producteur de radio sur le service public en Suisse. Et donc, comme on peut l'imaginer, être à l'antenne tous les jours, ça crée pas mal de stress. Et donc, je cherchais quelque chose. J'ai essayé beaucoup de choses, le sport, la natation, le patin à roulettes et plein d'autres choses. Et puis, jusqu'à ce que je découvre la méditation. Voilà. Et puis après, de la méditation, j'en ai fait pas mal. Avec différentes approches. J'ai rejoint un groupe de méditation aussi. Et puis, je me suis dit que c'était vraiment, vraiment très, très bien. Et donc, j'ai décidé de me former. Ensuite, ça a pris quelques années quand même, devenu coach. Et donc, tout ça pour dire aux personnes présentes, attention, faites attention, la méditation, c'est dangereux. Parce que vous pouvez passer de producteur sur le service public avec forte audience à coach. Et donc, méfiez-vous. D'accord. Ah bon, on va faire attention, mais on est quand même à l'écoute sur le sujet. Est-ce que pour commencer, parce que c'est vrai qu'on en entend parler souvent de la méditation, de la relaxation, est-ce que tu pourrais définir justement ce que c'est et quelles sont peut-être les différences entre ces deux intitulés? Oui, alors j'aurais presque envie de rajouter la centration. La centration, on va dire, c'est un tout petit début de prise de conscience, les yeux fermés, on observe la respiration, ça permet juste de se poser. Ensuite, on va aller vers de la relaxation, et donc pour la faire courte, c'est plus large que ça, mais on dirait que la relaxation, ça s'adresse au corps. Et ça va permettre une détente musculaire et par voie de conséquence une détente mentale. Et puis, la méditation, c'est la suite. Et la méditation va cibler plus sur le mental, sur les processus mentaux, sur le psychisme. Et ce qu'on peut dire, c'est que la méditation, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est un état qu'on rejoint et dans lequel on peut se trouver pendant un moment. Et s'il n'y a pas de relaxation, il n'y a pas de méditation. Donc, c'est vraiment une gradation comme ça. D'accord. Donc c'est vraiment finalement, donc il y a trois étapes, trois choses. La centration, Oui, qui permet d'accéder à la relaxation, et enfin la méditation. exact. Et Voilà. justement, quels sont les effets de la méditation? Sur quoi ça agit? Alors, ça agit principalement sur le système nerveux autonome. Donc, c'est le cerveau qui régit toutes nos fonctions inconscientes, le battement des paupières, la salivation, les battements du cœur, le rythme de la respiration, la digestion, etc. Et ce système est divisé en deux axes.
le système nerveux sympathique qui accélère. Par exemple, vous voulez traverser, il y a un camion qui... Bon, voilà. Et puis le système nerveux parasympathique qui va ralentir. Et c'est tout ce qui est mis en jeu quand on a mangé, quand on commence à digérer, quand on s'endort, ou le soir, où on va s'endormir. Et là, c'est le système parasympathique ralentisseur qui va prendre la main, je pourrais dire. On est dans une société, j'ai même plus envie de dire occidentale parce que c'est universel dans le monde entier, où on est tellement capté par différentes activités, les sollicitations, les possibilités, que le soir, on arrive chez soi, et puis brrr, ça continue à tourner, on ne trouve pas le sommeil. Et ça, c'est parce que c'est le système nerveux accélérateur, sympathique, qui est sursollicité et qui est aux commandes. Ouais. Et la méditation va permettre de faire la balance, de rééquilibrer le système, enfin de dynamiser, on pourrait dire, le système ralentisseur, pour qu'il puisse y avoir, ici, dans l'exemple que j'ai dit, un retour au sommeil paisible, un retour au calme, un retour à la centration, parce qu'on ne peut pas être tout le temps sur la brèche. Ouais. Voilà. Ok. C'est vrai que ça, il y a beaucoup de personnes qui nous en parlent lors de coaching, ce sentiment d'être toujours sollicité, d'être un petit peu surchargé. On avait d'ailleurs fait un webinaire sur la charge mentale, réussir à déconnecter. Et donc finalement, c'est quelque chose qui peut être travaillé et ça peut être un bénéfice de la méditation, le fait de réussir à apaiser un petit peu son mental et se dégager de ce sentiment d'être toujours en surchauffe ou d'être sollicité de part et d'autre. Bonne nouvelle, très bien. Et donc pour revenir à la méditation, donc tu nous en parlais aussi un petit peu par rapport à la centration, la relaxation et la méditation, le fait qu'il y a différents axes, différents niveaux. Mais est-ce qu'il y a plusieurs types de méditation et est-ce que tu peux revenir un peu justement ou approfondir un peu ce sujet-là? Oui. Alors, il y a énormément de types de méditation et de techniques diverses et variées, comme par exemple, je pense à une qui s'appelle prendre le thé avec ses démons. Et ça, c'est vraiment... D'accord. Prendre le thé avec ses démons, ok. Voilà, c'est assez éloquent et c'est une méditation qui est formidable où il y a un déplacement spatial, c'est pas que assis, enfin bon, voilà. Mais là, j'ai pris vraiment un exemple un peu ultime, j'ai envie de dire, mais il y a, on pourrait dire là aussi, trois grandes lignes de méditation. Et on a les méditations qui s'adressent aux sensations du corps. Par exemple, ça peut être très adapté pour quelqu'un qui serait complètement éthéré, complètement là-haut et tout, de revenir un peu dans le corps. C'est pas sort de ce corps, c'est revient dans ce corps. D'accord. Et donc, c'est méditation sur les sensations corporelles. Et ça a pour voie, je dirais, de conséquences ou pour effet. Alors après, c'est de l'humain, donc ça peut être différent. Mais ce qu'on vit, c'est vraiment à pouvoir être posé, centré, stable et avec un sentiment de sécurité. La sécurité, c'est... Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont insécures. Ça peut être très, très adapté. D'accord. Après, il y a un autre grand type de méditation, c'est celle qui s'adresse aux émotions. Je montre là le cœur. Et ça pourrait être très adapté à quelqu'un qui ne gère pas ses émotions, ou qui les gère mal, ou qui peut mieux les gérer. Et ça va permettre, en prenant en compte des émotions qui sont vraiment là, de ce qu'il y a derrière, de réguler là aussi et de pacifier et de donner une forme de stabilité émotionnelle. Et puis, le troisième grand type de méditation, on monte dans les étages, là c'est celle qui s'adresse aux pensées. Et ça pourrait être très adapté pour quelqu'un qui est surstressé, qui est complètement focus sur la réussite et puis qui va bientôt se prendre un mur et faire un burn-out. Et là, ça permet justement de prendre conscience de ses pensées, de prendre de la distance avec ses pensées et de voir que nous ne sommes pas nos pensées. Voilà. Puis donc, on a ces trois grands types. Puis l'idéal serait de faire une méditation qui passe par les trois étages. Et il y a parmi d'autres techniques, une technique qui est extrêmement intéressante qui s'appelle le Yoga Nidra, et qui est une technique de méditation couchée, et qui a énormément de relaxation et beaucoup, beaucoup de connaissance de soi, parce que ça permet d'accéder aux dimensions plus profondes de notre personnalité qui sont le subconscient. On est toujours conscient, je vois qu'on est en train de faire un webinaire avec Romy, mais il y a des choses qui se passent en coulisses. Je suis pas tout à fait conscient. Et par exemple, dans le Yoga Nidra ou dans la méditation générale, je peux y avoir accès.
D'accord. Et par exemple, quand je montre ce subconscient, c'est le cerveau droit, on pourrait dire. C'est là où sont les ressources. Mhm. Et en ce qui me concerne, je dirais, c'est parce que j'ai pu capter ce qu'il y avait là. Encore une fois, je fais ce geste, hein, Pour la partie subconscient, oui. c'est ça. Si je fais Ok. un stop, où je me suis dit que bon, bah, ma vie, ma carrière à la radio, c'était super, mais que maintenant, Mhm. il y avait autre chose, quoi. Et autrement, j'aurais D'accord. continué à faire de la radio. Voilà. Donc en tout cas, donc, si je reprends, donc, il y a 3 grands types de méditation qui vont permettre de travailler sur différents axes. Donc il y a celui sur la méditation qui est axée sur le corps, qui va permettre un ancrage. La méditation qui va être elle plus en lien avec nos émotions, qui va permettre de la stabilité. Et enfin celle sur les pensées, donc en lien avec, pour nous permettre de prendre du recul par rapport aux choses et finalement accéder à d'autres ressources, mieux nous connaître. Et Oui. donc il y a aussi, j'imagine, un impact sur nos 3 cerveaux en travaillant sur avec ces différentes méditations. Oui, alors ça, c'est très intéressant. Ce que tu amènes, ces trois cerveaux, cerveau reptilien, limbique et néocortex, dans le sens où bah, les neurosciences, bien que cette théorie des cerveaux triuniques, comme ça s'appelle, elle n'est pas validée par la science, mais enfin, c'est toujours une grille de lecture. C'est quelque chose qui arrive dans les années 70 et qui, en fait, d'une certaine manière, confirme à la mode occidentale, avec des mots qu'on réussit à comprendre, ce que les yogis il y Mhm. a 2000 ans, il y a 5000 ans, ça fait 5000 ans que le yoga, la méditation existe, D'accord. et déjà, avait déjà posé avec des mots sanscrits tels que Dharakash, Hridayakash, Chilakash. Je continue en sanskrit. Alors, j'essaye de suivre sur Voilà. ces différents mots, mais en tout cas, oui. Donc, c'est des choses qui, finalement, ces pratiques-là existent depuis des millénaires, et c'est vrai que maintenant, on réussit de plus en plus à les inscrire dans notre quotidien et dans notre mode de vie un petit peu occidental et plus moderne. Et Oui, donc, parce que ça amène des confirmations, justement, parce que bon, le yoga, la méditation, c'est quelque chose qui, à beaucoup d'entre nous, ça peut paraître un peu ésotérique, un peu magique, ou oriental, ou religieux, ou je ne sais quoi. Et là, avec des confirmations, je dirais, de psychologues enfin, des neurosciences, j'en ai touché un mot tout à l'heure, enfin, par l'Occident, les Américains, beaucoup, eh bien, mhm. on se dit, ouf, ah bah, je suis d'accord d'y aller, quoi. Oui, ça rassure. Ouais, ouais, Je vois. C'est vrai que oui, certaines personnes peuvent être un petit peu réticentes à la méditation, la relaxation, le yoga, et se dire mince, mais c'est un petit peu perché, entre guillemets, et en fait, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que enfin, la science peut aussi expliquer certaines choses et qu'il y a des effets prouvés, ah oui. des impacts sur le corps, le stress, le Ah, bien-être. Et les... justement, oui, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Justement, dans quel cas ça peut être intéressant, donc à la fois, j'imagine, de manière un peu curative, quand on ressent une montée de stress, un moment d'agitation, ça peut être intéressant d'avoir recours à la relaxation, à la méditation, mais aussi de manière un peu plus préventive, de manière régulière. Ça peut être intéressant, j'imagine, pour justement travailler son mental, travailler son énergie, de réaliser de la méditation de manière quotidienne et régulière. Par exemple, aux États-Unis, des études ont été faites et il y a 60 à 80% des consultations médicales qui ont un fond de stress. D'accord. Ça, c'est aux États-Unis, mais enfin bon, chez nous, c'est pas du tout comme ça. Chez nous, c'est très différent. Il n'y a pas de stress. Il y a peut-être un petit peu des liens, mais, Euh, mais je sais. Oui. Et ben, le stress, on parle du stress comme de l'assassin masqué ou l'assassin silencieux. C'est-à-dire que je pense que chacun d'entre nous, on connaît quelqu'un qui dit ben moi, je suis pas du tout stressé. Pas du Ouais. tout. Ou c'est pas pour moi. Voilà, donc Mhm. tout est dit. Et quand on est stressé, et j'ai été celui-là, hein, quand on est stressé, on ne s'en rend pas compte. En tout cas, pas tout de suite. Puis quand on s'en rend Mhm. compte, bah, c'est trop tard, ça je ne sais pas, mais c'est qu'on est justement Oui. à un point. Quelque chose nous rattrape. Oui. Voilà, exactement. Et ce qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est que le stress va attaquer n'importe quelle partie de nous qui est la plus fragile. Alors chez quelqu'un, ça va être les reins, chez d'autres le dos, la digestion, la migraine, la dépression, bon, etc. Voilà. Et puis ça vient petit à petit, très progressivement, et puis on ne le sent pas venir.
Donc, la méditation, ben, a priori, je ne peux pas dire que c'est la panacée, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire de la méditation. Oui, c'est vrai que ça correspond pas à tout le monde, ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la bonne technique, ou peut-être qu'ils ont d'autres manières de faire. Enfin, je me souviens d'une cliente en coaching, je lui posais la question de quelle manière est-ce que vous vous relaxez, et pour elle, elle avait un agenda, bon, voilà, de ministre, et pour elle, de se relaxer, c'était d'aller chez le coiffeur. Mhm. Bah, très bien, D'accord. Ouais. ça c'est sa manière. J'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était comme pour moi, je dirais, de faire un shampoing avec du dentifrice. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que des moyens pour se relaxer, eh bien, ils sont, alors encore une fois, chacun les a les siens, mais c'est la méditation, c'est la relaxation. Tous les jours, on prend une douche ou on se lave, enfin voilà. Et vous faites quoi pour votre mental? Donc, De c'est temps en important de justement trouver des moments aussi pour penser à ce mental qui est sans cesse sollicité, ouais, pour lui voilà. apporter aussi du bien-être. Et aussi, justement, enfin, il y a un certain nombre de grands coachs, je crois, qui font appel à la relaxation et la méditation dans le Oui, cadre de coaching. Parce que oui. tu m'en parles un petit peu, ça, finalement, ça permet une meilleure connaissance de soi et d'accéder à certaines ressources, mieux se connaître. C'est Oui, alors ça? peut-être juste avant les grands Ah oui, coachs, pardon. psychologues, donc l'école de Palo Alto, avec l'antipsychiatrie et un courant de pensée dans les années 50 aux États-Unis, avec en particulier Paul Václavic, qui lui est un théoricien du changement. Dans le coaching, c'est du Mmh. changement 1, changement 2. Et lui, avec les autres d'ailleurs, a beaucoup parlé des ressources, hein, les fameuses ressources cachées qu'un coaché peut Oui, découvrir aller d'un en lui. coaching, de, eh bien, de pouvoir y avoir accès dans un état de détente, dans un état de relaxation, en ayant accès à ce que Václavic appelle le cerveau droit, qui est donc le subconscient. Alors Jung, et bien sûr, a aussi parlé du subconscient et de toutes les ressources qu'on peut trouver dans le subconscient. Bon, et puis à la suite de deux, bon, il y a encore Erickson, l'hypnose Mmh. ericksonienne, pour qui le subconscient, à contrario de Freud, n'est pas un réservoir obscur de tendances qu'il s'agit de maîtriser, mais qui est un vaste champ Qu'on de peut explorer. sources, de possibilités. Et puis parmi les grands coachs, bah, il y a bien évidemment Robert Dilts, je pense que Mmh. son nom est assez éloquent, ou Stéphane Guilligan, bon, les deux travaillent ensemble avec l'hypnose, le coaching génératif, qui tous les deux proposent des process de centration à leurs coachés au début du coaching. Et ce process de centration amène ce que eux appellent l'état coach. Et en Mmh. réalité, l'état coach, c'est un état de méditation, un état de centration, et qui va pouvoir amener, je dirais, le coaché. Je propose ça dans mes coachings, et pour autant que le coaché l'accepte, Mmh. certains n'ont pas envie, hein, c'est OK, il va tout de suite amener la conversation à un niveau plus, je ne sais pas comment le dire, mais enfin, on va être un peu moins dans le blablabla, Mmh. pour aller Ouais, vraiment dans le vers des profond. choses plus importantes, quoi. Voilà. D'accord. Et donc finalement, ça permet aussi d'être plus conscient, donc d'être plus centré, plus aligné, plus puissant. Et ouais, Hem, exactement. J'aime bien ce et mot de puissant que tu emploies. C'est exactement ça. Alors, c'est pas la puissance du lion, mais c'est quelque chose de posé. C'est la force tranquille. mmh. Bah, ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Enfin, on en entend pas mal parler de la force tranquille. C'est quelque chose qu'on a tous envie de développer ou d'atteindre. Et donc peut-être ce qu'on pourrait faire, parce que donc tu nous en parlais, la méditation, il y a plein de façons de la faire. Ça peut être une pratique aussi très régulière, mais ça peut être intéressant de le faire 5 minutes quand justement il y a un besoin qui émerge. Est-ce qu'on pourrait peut-être justement faire un petit exercice ensemble de centration, de relaxation? Oui, bien Ah, sûr, et avec plaisir. Alors, bon, ben, je vois personne, donc j'imagine, je n'imagine rien du tout, en fait, que vous êtes d'accord. oui, alors moi je suis d'accord en tout cas, je suis avec toi et Et après, bon, je ben, vais faire en direct, mais j'invite aussi les personnes qui nous suivent, donc ça va à pas du- réaliser l'exercice si elles le veulent en direct, donc avec Blaise. ce qui est promis tout de suite pour vous rassurer, c'est que ça va pas durer longtemps, hein.
On va Oui, partir pour 2 heures d'une longue et profonde méditation, heu, juste pour un petit exercice comme ça. Alors, bah, si vous en êtes d'accord, vous vous installez bien confortablement. J'imagine que vous êtes sur une chaise ou sur un fauteuil. Vous faites en sorte d'avoir les pieds, on posés a au pas. sol, décroisés. Et puis, prenez un instant, oui, prenez un instant simplement pour être certain, certaine que vous êtes bien posé sur votre chaise ou sur là où vous êtes, installés. Mmh. Puis, toujours si OK, vous pouvez fermer les yeux. Si vous n'avez pas envie de les fermer, bah, vous les gardez ouverts. Vous pouvez en garder un fermé, l'autre ouvert, vous faites comme vous voulez. Et je pars du principe que vous avez fermé les yeux et c'est le signal que vous donnez en quelque sorte à votre cerveau: «Je tourne le regard vers l'intérieur. Je tourne le regard vers l'intérieur» et à présent, avec ce regard tourné vers l'intérieur, vous allez pouvoir observer et observer quand on a les yeux fermés, ça veut dire sentir et sentir la sensation physique de votre respiration et vous ne la modifiez pas, vous la laissez être telle qu'elle est. Quelle que soit, votre perception, peut-être que vous trouvez qu'elle est superficielle, profonde, lente, rapide, peu importe. Là, ce qui vous est demandé, c'est simplement d'être quelques instants avec votre respiration. Oui, vous êtes avec. Et puis, tout en observant la sensation de votre respiration naturelle, eh bien, vous allez peut-être, pouvoir, distinguer la sensation de l'inspire de la sensation de l'expire. Il y a peut-être, quelque chose de différent dans la sensation de l'inspire, et dans la sensation de l'expire. En tout cas, assurément, physiologiquement, mais d'une certaine manière, pas très important physiologique. C'est vraiment ce que vous sentez là maintenant, mais quand vous inspirez, il y a quelque chose qui est volontaire, qui est actif et vous sollicitez les muscles de la respiration, le diaphragme en particulier. Et puis quand vous expirez, c'est passif, ça se fait tout seul et de par cette, réalité, bah, il y a peut-être, 2 sensations différentes, ou pas d'ailleurs. La question n'est pas de percevoir 2 sensations à tout prix, la question est d'observer. Vous observez l'inspire, vous observez l'expire, vous êtes avec et puis au passage, on pourrait dire et vous faites, heu, l'observation de ce que ça amène à l'intérieur de vous. Peut-être que ça amène déjà du calme, peut-être pas. Peut-être que ça amène de l'agacement, peut-être que ça amène, j'en sais rien, à vous de voir, à vous de sentir. Et là, je dirais, on est au stade de la centration. On va aller un peu plus loin vers un peu plus de relaxation. Vous revenez à la sensation de votre respiration. Et puis, vous quittez la sensation de votre respiration et vous allez dans la plante des pieds. Vous sentez le contact de vos pieds avec le sol, avec les chaussures, à moins que vous soyez à pieds nus. Bon, voilà. Et vous pouvez éventuellement évaluer pied gauche, pied droit, dans quelle mesure c'est la même chose comme sensation. On est vraiment sur des sensations très tangibles. Et puis vous quittez cela, vous allez dans les fessiers, l'arrière des cuisses, et vous sentez le contact de l'arrière des cuisses, des fessiers avec le placet de la chaise. Vous pouvez, sans rien modifier, observer est-ce que je suis posé de manière équilibrée, c'est-à-dire que j'ai bien réparti le poids de mon corps, gauche-droite, ou est-ce que je suis plutôt un peu sur la gauche. Bon, vous modifiez rien, vous observez. On est vraiment dans une phase d'observation. Rien à réussir. Simplement observer, sentir, prendre note, très bien. Vous allez maintenant vous déplacer votre conscience dans votre dos et vous sentez le contact du dos avec le dossier, si contact il y a. Peut-être des zones du dos qui sont plus appuyées que d'autres. Voyez ce qu'il en est du creux lombaire, peut-être, probablement, rien n'est dit, mais enfin, pas en contact, ou contact, voyez, sentez.
Et puis observez à quel endroit le contact du dos et du dossier ne se fait plus. Très bien. Et puis ensuite, vous sentez le contact des mains avec les cuisses, peut-être, hein, en fonction de votre posture. Main gauche, main droite, c'est peut-être différent, ou peut-être la même chose. Toujours, on est sur les sensations. Et puis, on va glisser vers la méditation. Vous sentez le contact de l'air sur les parties découvertes du corps. Et bien sûr que vous savez que, a priori, vous avez le visage découvert, les mains, peut-être les jambes, les pieds, bon. Mais c'est pas ce que vous savez, c'est vraiment ce que vous sentez juste là, maintenant. Oui, quelle est la sensation de contact de l'air, ce fluide sur les parties découvertes? Peut-être il y a des endroits sur le visage où vous le sentez plus ou moins. Ou bon. Ok. Et puis vous revenez à la sensation physique de votre respiration. Et donc on a l'inspire, on a l'expire, et sans que vous ne fassiez rien pour cela, vous allez pouvoir découvrir qu'il y a à la fin de l'inspire un tout petit temps de suspension. Avant que l'inspire ne devienne l'expire, il y a un tout petit temps où ça s'arrête. S'il n'y a pas, vous ne faites rien pour l'aménager. S'il y a, vous l'observez. Et puis il y a la même chose à la fin de l'expire. Un tout petit temps minuscule. Et vous observez les 4 phases de la respiration. Vous observez, vous êtes avec, vous sentez l'inspire, la suspension après l'inspire, l'expire, la suspension après l'expire. Il est dit que ces 2 suspensions après l'inspire, après l'expire, sont des portes qui vous conduisent en droite ligne vers votre subconscient, cerveau droit. Alors, sans allonger les suspensions du souffle, prenez bien conscience de ce qui se passe au moment où vous y êtes. Puis après, pouf, c'est l'expire, pouf, c'est l'inspire. Vous ne faites rien pour durer. Prenez conscience qu'il y a peut-être là 2 portes, comme une porte qui s'ouvre sur le subconscient. Puis, nous laissons cela et vous déplacez votre conscience. Vous allez derrière le front, point centre sourcil. Et là, voyez cette image, un petit lac tranquille, avec un cygne qui glisse à sa surface, un cygne blanc. Un petit lac sur ce cygne, un petit cygne sur ce lac. Et vous éprouvez la quiétude de ce lieu dans lequel vous êtes venu pour éprouver cela. C'est bien. Vous effacez maintenant toute image. Vous revenez à la conscience de tout votre corps, conscience globale et homogène de tout votre corps, de la sensation de votre respiration, et puis quand vous en aurez envie, tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Ne pressez rien, vous avez le temps. Évidemment, vous évaluez sur une échelle de 1 à 10 combien vous êtes centré. 10, c'est totalement centré. 1, c'est autre chose. Voilà. Très bien. Ben, merci, merci Blaise pour ce petit exercice pratique. Je suis toute étendue. J'ai essayé de revenir avec vous. Ben, merci beaucoup pour l'exercice. Moi, c'était très intéressant. Justement, ces exercices-là, vous pourrez, pour les personnes qui nous regardent, vous pourrez les retrouver dans la bibliothèque Simondia, puisqu'ils nous ont aussi été partagés par Blaise. Je vous propose maintenant de passer aux questions, puisqu'on a un certain nombre de questions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous en poser dans le chat. On y répond avec plaisir maintenant avec Blaise. Une première question que l'on a, c'est autour de la différence entre la méditation et l'auto-hypnose. Est-ce que tu pourrais justement nous dire quelle est
Quelle est la différence entre ces deux choses? Alors, l'auto-hypnose ou l'hypnose vont utiliser les mêmes cordes, en particulier de la concentration et puis de l'induction, beaucoup plus dans l'hypnose d'ailleurs. L'hypnose, c'est 1850 et la méditation, c'est au début de l'humanité, les chamans, avant même le yoga, avant même il y a 5000 ans, utilisaient des états modifiés de conscience et des manières de méditer. Donc, à ma connaissance, je ne crois pas que les tenants de l'hypnose se soient inspirés des techniques de méditation. Ils ont simplement, que je crois, découvert les mêmes ficelles qui avaient été, enfin ficelles, si on peut appeler ça comme ça, qui avaient été découvertes des milliers d'années auparavant. Et puis l'hypnose, elle a une visée souvent thérapeutique. Enfin, l'auto-hypnose, ça sert vraiment à se centrer. Hein, donc voilà, ça peut être une manière. Et puis, ça peut être aussi de l'hypnose médicale qui cible vraiment sur un problème. D'accord. Méditation, on pourrait le faire aussi, mais souvent, aussi j'aime pas trop l'expression, mais j'en ai pas de meilleure, on ratisse large. Donc, oui, donc l'hypnose, ça permet vraiment de travailler sur des sujets peut-être plus spécifiques. C'est vrai qu'on en entend parler, par exemple, pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. ouais. C'est vrai que ça peut être intéressant de travailler là-dessus sur des choses assez spécifiques. Ouais. Eh ben merci beaucoup Blaise. On a une personne qui nous demande s'il y a des moments à privilégier dans la journée pour la méditation. Oui. Lesquels? Et ces moments ou ce moment, c'est celui qui vous convient. D'accord. Alors on pourrait dire que dans le canon, on pourrait les meilleurs moments pour méditer, et ça aussi ça porte des noms sanscrits, mais c'est avant le lever du soleil. Donc pour nous, ce serait le matin. Et tout le monde n'a pas la disponibilité le matin d'esprit de se poser alors qu'il y a un métro qui attend, alors qu'il bon, y a 5 enfants, que bon, voilà. Ce serait à midi et ce serait en fin de journée. D'accord. De par mon expérience, je pourrais dire que ce qui est le plus profitable, en tout cas aux gens avec qui j'ai travaillé, c'est en fin de journée. En fin de journée, Ça d'accord. permet de faire la transition. Hein, Ah oui, ça permet finalement de couper et de stopper un petit peu cet état de surcharge exact. et sursollicitation pour De poser le travail et pour pouvoir être à la maison et vivre une vie de famille sans être obnubilé par le dossier de ceci, etc. Ouais. Oui, ça permet de redescendre et de couper. Mhm. Mais ce qui est important quand je disais le meilleur moment, bah, c'est à chacun de trouver son meilleur moment et son meilleur endroit aussi. C'est intéressant d'avoir un rituel, donc avec un lieu qui est toujours le même, si c'est possible, et puis un moment. Parce que le corps et le mental, en fait, s'habituent. C'est comme de se laver les dents, on aime bien le faire le matin, on aime bien, bon voilà. Et tout ça, ça participe du rituel. Après, je pense que c'est important de sortir des rituels en quelque sorte et de trouver sa manière de faire. Oui, voilà, oui, sans se mettre de pression finalement à soi-même, en étant bienveillant, trouver voilà, ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien. Et une autre personne nous demande, avez-vous des conseils pour se décharger des mauvaises énergies? Oui, bien sûr. Il y a des techniques de méditation qui visent à éliminer les mauvaises énergies. Ce sont en particulier des techniques avec l'ancrage dans les sensations du corps. Et puis, peut-être je vais dire ça comme ça, mais enfin, avec une expiration, expirer tout ce qui est négatif. Là, on s'approche de la sophrologie. Ouais, c'est ça, le déplacement du négatif. Avec des expirations, on élimine, soit par la plante des pieds, tout ce qui est négatif, soit on peut le visualiser comme un petit nuage. Je me décharge de la colère, je me décharge de ma rancœur, je me décharge de ceci, voilà. D'accord. C'est très efficace. Ok, bonne nouvelle. Donc travailler aussi sur finalement on expulse, on nettoie son corps. Ouais. Donc sur la partie vraiment physique, mais finalement ça va nous aider aussi à libérer le mental. Une autre personne nous demande, j'ai beaucoup de mal à m'endormir en règle générale. Que pouvez-vous me conseiller? Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? La méditation? Oui, bah là, hein,
je ne suis pas un spécialiste de la quiche Lorraine, donc ou de la raclette pour bien dormir. Là, oui, la méditation, alors il y a deux axes. Il y a se travailler sur le terrain, c'est-à-dire s'il y a un problème d'endormissement, peut-être qu'il y a un fond de stress. Et donc, une technique, le yoga nidra. Nidra, ça veut dire sommeil. Yoga, ben, c'est bon, on pourrait dire ça résumé sommeil conscient. Le yoga nidra, c'est vraiment une technique qui Mhm. permet de retrouver le sommeil. Et c'est aussi une technique, et là aussi, on doit trouver son moment pour le faire. C'est une technique qui redonne énormément d'énergie. Et Oui. certaines personnes vont faire yoga nidra le soir et ne vont pas dormir de la nuit. Donc c'est embêtant. Ah Hein. oui. Et pour d'autres, voilà. Donc ça aussi, tout doit être expérimenté. D'accord, oui, c'est vraiment trouver ce qui nous convient. Oui, Oui, parce que finalement, c'était le titre de notre webinaire, l'énergie. L'énergie et la sérénité, parce que c'est vrai que quand on parle de méditation, relaxation, on va pouvoir se dire, bon, bah, finalement, on va être un petit peu détendu, tranquille, et peut-être qu'on va se retrouver un peu sans énergie, alors qu'au contraire, en fait, oui. justement, c'est en étant plus dans le corps, en étant plus centré, que justement, on va pouvoir être plus dans le l'ici et le maintenant, et donc finalement avoir plus d'énergie, se sentir plus puissant. Alors, absolument, et tu parles de l'énergie psychique là, mais il y a vraiment une question d'énergie physique, parce que de la méditation, on va dire régulière, va permettre, euh, va permettre une détente musculaire, physiologique, Mmh. en plus de la détente mentale et psychique. Et cette détente musculaire, avec des muscles qui sont moins, j'ai Ouais. mal aux épaules, j'ai mal à la nuque, bon, ça se détend. Et donc l'énergie vitale, le prana, le ki, le chi, ça se circule beaucoup mieux, ça circule mieux. Et donc, ça donne. Donc finalement, on a plus d'énergie. Oui, Bon, merci beaucoup. On a beaucoup de questions. On a aussi une question autour de la concentration. oui, Parce que ça, ça revient un peu à ce qu'on disait sur le fait d'être sollicité, de temps en temps, en tout cas au travail, avoir l'impression de passer d'un sujet à l'autre, etc. Donc, comment rester à ce que l'on fait finalement, et comment la méditation peut nous aider à nous concentrer? oui. Alors, effectivement, la dispersion mentale, c'est un des plus grands mots, à ce qu'il paraît, de notre société, vecteur de stress, vecteur de dépression, et causé par la sursollicitation et par le travail sur les écrans, c'est ce que tu disais en substance, Romy. Mmh. Alors, la concentration, elle est au cœur de la méditation. Parce que, donc, je crois que j'ai touché un mot de ça, la méditation, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est un état dans lequel on va. Mmh. Et en réalité, on va dans cet état par différentes techniques, dont en particulier la concentration, qui, à force d'être sollicité ou stimulé, va créer une bascule psychomentale qui passe dans l'état de relaxation, et c'est le moment où à l'intérieur de soi, on sent «Ah, waouh, Mmh. ça fait du bien». Et par exemple, là, dans la petite pratique que je vous ai donnée, Mmh. c'était une pratique tout le long de concentration. Je pourrais Oui, même oui, dire que c'était oui. ni concentration, ni relaxation, ni méditation, mais bien plus encore. Et c'était en fait juste une technique de concentration. D'abord, je vous ai demandé de faire ceci, et puis cela, et puis cela, Mmh. cela, et puis cela, jusqu'on a fini avec l'image du petit lac. Et là, en fait, le mental est très content. Quand on lui dit fais ci, fais ça, mais que ça dure pas longtemps, on est resté longtemps nulle part. Mais Mmh. si je vous avais demandé de rester longtemps sur votre respiration avec la suspension, au bout de deux Oui, minutes, on serait parti ailleurs. quoi, hein. Ouais. Mais d'amener le mental, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Lui, il est tout content comme ça. Et enfin, c'est bon, une image. Oui, je vois. Parle du mien. Voilà. Et et aussi parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément, à l'aise avec la méditation, qui Ouais. disent: «Bah, moi, c'est pas mon truc, c'est pas quelque chose qui me plaît». Donc comment est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent finalement d'amener le cerveau à se concentrer sur quelque chose, se focaliser et donc finalement se détendre? Ça peut être peut-être le dessin, l'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres approches qui peuvent être expérimentées pour les personnes qui seraient un peu réticentes, à la méditation? Donc, si vous êtes réticent à la méditation, ne méditez pas.
D'accord. On commence Ouais. par le respect de soi-même, parce que c'est pas adapté à tout le monde ou et cetera, hein. Alors après, tu as parlé, du dessin ou, n'importe quelle forme d'art, Mmh. focalisation, hein. Et bah, le dessin, alors on a les mandalas, dessiner des mandalas par exemple, mais après c'est n'importe quelle forme de dessin, de peinture, bah, ça c'est quelque chose puisque ça amène un focus du mental, c'est une forme de méditation. Jouer de la musique aussi, par le son, par la concentration, chanter, d'ailleurs dans le yoga, il y a ce qui s'appelle des kirtans, enfin des chants, mais laissons le yoga là, simplement chanter, n'importe quoi, marcher. Marcher, OK. ça c'est aussi une technique, ça c'est une technique de méditation. Marcher, D'accord. Donc beaucoup donc de par fois. exemple, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui, sont au travail, ressentent un peu un moment de stress, de surcharge, de prendre 10 minutes, Oui, sortir, s'aérer, marcher. oui. Ça peut être une forme de relaxation. Et j'aurais presque Mmh. envie de dire prendre 20 minutes, c'est voilà, c'est comme ça parce que, par exemple avec la marche, c'est au bout de 20 minutes que, il y a la modification avec les endorphines qui se passent au niveau du cerveau et je pense que tout le monde qui est là se souvient d'un moment où on marchait et puis tout d'un coup on se sent bien, le corps ça roule, ça devient calme, voilà. Et ben ça, Mmh. c'est des signes comme quoi, ben, on est, dans un état qui est propice. On est en train ouais, de redescendre un petit peu et donc ça, on y a déjà un petit peu répondu. Quelle fréquence préconisez-vous pour réaliser de la méditation? Donc tu nous disais, ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire, ça peut être aussi pour, ponctuellement, si on en ressent le besoin. Alors Est-ce que toi, tu as des je recommandations? je vais être transparent. De la méditation au coup par coup, de 7 en 14, bof. Après, ça peut quand même aider sur le moment, comme on l'a fait, Oui, là pendant je 5 minutes. dirais que le résultat obtenu est à la hauteur de l'effort consenti. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense à des clients qui me disent: «Oui, moi, avant un rendez-vous important, je fais de la méditation, je pendant 5 minutes, je fais ça et puis autrement, j'en fais jamais parce que j'en ai pas besoin». OK, très bien. Et dans quelle mesure ça vous a aidé? Ben non, ça m'a pas aidé, quoi. Voilà. Ou la personne, ça l'a aidé pendant 2 minutes. Puis Mmh. après, pendant le rendez-vous, ben, voilà. Encore une fois, de la même manière que j'en parlais tout à l'heure, sur un autre sujet, c'est important de se respecter, c'est-à-dire de faire comme on trouve que c'est bien pour soi. Parce qu'il y a Mmh. personne qui peut dire à notre place ce qui est bon pour nous. Et si quelqu'un trouve que c'est top de faire de 7 en 14, 3 minutes de méditation avant d'aller, demander une augmentation, par exemple, Mmh. et puis si c'est bien, eh ben, c'est bien. Oui. Voilà. Mais, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que la méditation, vous changez beaucoup de choses. Heu, Vous améliorez beaucoup de choses. C'est la vie en mieux, c'est ça, hein, la vie augmentée. C'est pas les bon, vous changez beaucoup de choses, pour autant qu'il y ait une régularité. Ça D'accord. sert à rien de faire de la méditation pendant 2 heures le samedi Mmh. et en faire la semaine. Enfin, ça sert à rien. Bah, ça sert déjà le samedi, ça vous occupe, quoi. Heu, Oui. D'accord, oui, donc c'est important, en tout cas, si on veut, avoir des bienfaits dans la durée, d'être vraiment dans la régularité. si vous voulez vraiment changer Mmh. quelque chose, c'est dans la régularité. Puis la régularité, là aussi, c'est la vôtre. Oui. On pourrait dire tous les jours, ou alors tous les jours, selon votre agenda, ou alors tous les 5 fois par semaine, ou alors dans une forme de régularité. Et c'est là où vous allez vraiment transformer quelque chose. D'accord et justement, bah, une personne qui se dit, donc qui a priori est débutante, qui se dit: «Comment on peut démarrer?» Est-ce qu'il y a des techniques pour démarrer la méditation? J'aurais envie de dire oui, rejoignez un groupe de méditation, parce qu'on médite Mmh. beaucoup mieux quand on est dans un groupe. Il y a ce qui s'appelle un égrégore, une synergie. Et ça Mmh. soutient pour la pratique, justement, surtout au début, parce que c'est difficile de se retrouver chez soi, méditer tout seul, on s'est acheté un zafou, puis on va se mettre comme ça. Et Ouais. puis, bah, là, c'est pas de la méditation, c'est de la rumination souvent, parce que je pense à mes, voilà. Donc, Mmh. c'est bien peut-être d'aller dans un groupe. Alors, bien évidemment, il y a les applications, il y a des enregistrements, il y a des livres. Et vraiment, la méditation, c'est une expérience. Donc, on peut lire 500 livres sur la méditation. Tant qu'on n'a pas pratiqué, fermer les yeux, observer sa respiration, et puis en fonction de certaines techniques, voilà, vous pouvez aussi trouver des endroits où vous former.
là aussi, à chacun de trouver sa manière de rencontrer la méditation. Ce qui est sûr, c'est que si vous vous dites: «Ah oui, il faut que je médite parce que ce que j'ai entendu dans ce webinaire, c'était très bien et puis je veux gérer mes émotions, il faut que je médite et puis, ah, j'ai pas le temps de méditer ce soir», vous allez vous mettre dans une situation d'échec en quelque Oui, sorte. Vous méditerez jamais, quoi. oui. Oui, il faut, Et c'est ce que tu disais, il faut être dans la bienveillance, pas se mettre de pression, trouver aussi ce qui nous convient. soyez doux avec vous-même, si vous ne l'êtes pas, qui le sera? Oui. Bah, Hein? écoute, c'est effectivement. Et après, donc là, on vous a proposé quelques outils, quelques exercices, quelques options. Après, c'est aussi intéressant de travailler avec, pendant un coaching sur différents sujets autour de, par exemple, la gestion des émotions, la gestion du stress, l'équilibre. Ça, c'est des choses sur lesquelles les coachs peuvent vous accompagner. Oui, et pas forcément avec de la méditation, hein, pas du tout d'ailleurs, en Oui, principe, dans un coaching. justement, pour vraiment être dans quelque chose qui nous correspond, de personnalisé. Ouais. Très bien. Bah, écoute, on a répondu, toutes les questions. Merci à tous. Ah, je t'entends plus, Romy. On a terminé avec les questions. Donc merci à tous les participants pour leur présence aujourd'hui, pour leurs questions. Merci à toi Blaise pour ce webinaire qui était très intéressant, qui va nous permettre voilà, d'aborder au mieux la rentrée. Et peut-être chacun à son rythme, chacun comme il le souhaite, de mettre en place des petites, un peu plus de relaxation dans notre quotidien, dans nos semaines, dans notre vie professionnelle ou personnelle. Merci beaucoup. Merci à toi, Romy, et merci à tous pour nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.